Est-ce que vous connaissez la chaîne Trash? Il y a de grandes chances que ce soit le cas puisque c'est une énorme chaîne française qui a plus de 3 millions d'abonnés et qui, en début d'été, a posté une vidéo sur les chasseurs de fantômes. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui posent problème dans cette vidéo. Avant qu'on commence, je préfère être clair sur le fait que je ne vais m'attaquer en rien aux personnes, que je trouve plutôt sympathiques d'ailleurs, mais plutôt à leurs arguments. Alors, commençons. Les secrets des accessoires. Le plus iconique, c'est ça. L'EMF, ça sert à détecter les champs électromagnétiques ou en tout cas leurs fluctuations. On l'appelle aussi K2 du nom de l'entreprise qui a popularisé son design iconique avec les LED qui vont du vert au rouge pour indiquer à quel point le champ est puissant. Alors évidemment, si l'outil s'affole, c'est pas une preuve qu'il y a un fantôme à côté. Ils appellent cet appareil l'EMF. EMF, ça veut dire Electromagnetic Field, champ électromagnétique en français. Ce n'est pas un EMF, mais un détecteur d'EMF. On l'appelle plutôt le K2, même si la plupart ne sont pas de la marque K2 exactement, mais sont plutôt de type K2. Le mien, par exemple, n'est pas de la marque K2. On le voit parce que sinon il y aurait marqué sur cet autocollant K2 et pas milligauss. Milligauss, c'est l'unité avec laquelle on mesure les ondes électromagnétiques. Il marche très bien, dans le sens où la plupart du temps, il ne marche pas. La plupart du temps, les caméras et autres appareils électroniques des chasseurs émettent des ondes capables de le déclencher. Pire, si vous bougez trop vite, il peut se déclencher lui-même. Et comme il ne capte que devant lui, difficile de définir le point d'origine d'une vague. Mais surtout, et c'est ça le gros problème, c'est hyper simple de manipuler ces résultats. Avec simplement des talkie-walkie, vous pouvez déclencher des pics d'ondes à volonté. Effectivement, c'est un appareil faillible, assez facile à manipuler. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Faites un coup pour oui, 2 coups pour non. Si vous êtes un homme, un coup. Si vous êtes une femme, 2 coups. Vous préférez les bonbons ou le chocolat? Un coup pour les bonbons, 2 coups pour le chocolat. J'ai même pas un talkie-walkie, j'ai juste une petite télécommande. C'est la télécommande de mes volets roulants. J'appuie sur le bouton, ça se déclenche. Si je prenais ça en exploration, je le garde dans ma poche et de temps en temps, si je veux déclencher le K2, hop, et on peut tenir un jeu de questions-réponses tout seul. C'est un peu triste, mais certains le font. Il ne s'active pas quand on le secoue. Non, voilà, il s'active pas quand on le secoue. Il s'active quand on le tape. Vous voyez, quand je le tape sur l'étagère, eh ben, il se déclenche. Par en le secouant, il y a une petite nuance, et c'est pas rien, parce que s'il s'activait en le secouant, ça veut dire que si on est en exploration et qu'il se met à déclencher juste parce qu'on le secoue un peu trop fort, ça n'aurait vraiment aucun intérêt. Il faut faire très attention quant aux résultats que peuvent nous donner cet appareil. Ça ne reste rien d'autre qu'un indicateur. Quand je vois des vidéos où les gens font des questions-réponses avec le K2, je suis un petit peu sceptique. Dans le même registre, il y a le REM-pod. C'est une antenne qui se déclenche quand quelque chose de conducteur s'en approche. La logique, c'est, si elle se déclenche et qu'il n'y a rien à côté, c'est sûrement un fantôme. Sauf que là encore, c'est super sensible. Encore une fois, avec des talkie-walkie, c'est hyper simple. Et là, il y a un petit problème qui apparaît. C'est que quand on les démonte, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a le même type de circuit imprimé que dans les térémines. Vous savez, cet instrument-là. Pourquoi c'est un problème? Parce que ça se trouve pour 15 balles sur le net, et que les REM-pods, ça peut facilement dépasser la centaine d'euros. Effectivement, c'est un térémine, c'est quand même un térémine un peu amélioré. S'il est déclenchable par Toki, ça veut dire qu'il a un détecteur d'ondes électromagnétiques, ce qui n'est pas le cas d'un térémine qui se déclenche juste à la présence. Donc il y a un peu plus de matériel là-dedans, d'autant plus que ces REM-pods sont souvent sensibles aux vibrations et aux changements de température. Par contre, 200 € pour cet appareil, c'est de l'arnaque. Dès que c'est estampillé chasse aux fantômes, ça prend 100 ou 200 € de plus par rapport aux composants du matériel. Donc il y a quand même un business là-dessus, mais pas fait par les chasseurs de fantômes, mais plutôt ceux qui vendent. Ensuite, il y a toujours des alternatives. Je n'ai pas de REM-pod, j'ai juste des pods. Ce sont ces objets. Je les ai achetés à quelqu'un qui les avait fabriqués lui-même, je les ai payés 30 €. Ces appareils-là ne se déclenchent qu'avec la présence, c'est-à-dire la matière. Quand quelque chose s'approche d'eux, ils ne sont déclenchés ni par les ondes électromagnétiques, ni par les variations de température. Donc voilà, j'allume, ça fait un peu un bruit d'enfer, donc je le pose. Une fois qu'il est posé et que tout est immobile autour de lui, il s'arrête parce qu'il comprend que ces choses-là ne sont pas en mouvement. Il n'est pas activable par les ondes électromagnétiques. Le K2, vous voyez, il s'allume, lui le pod derrière, il ne fait rien, alors que pourtant, il est allumé. Ces objets-là sont très peu faillibles. Ils ne se sont jamais déclenchés.
Mais ça, en vrai, on sait que c'est pas hyper fiable. Non, les Spirit Box, tous les appareils qui enregistrent les voix de fantômes, ça c'est de la preuve comme on les aime. Tous les appareils qui enregistrent les voix de fantômes, ça c'est de la preuve comme on les aime. Alors ces fameux appareils qui enregistrent les voix de fantômes, qui effectivement sont des appareils très pointus, qui utilisent une technologie d'EMF couplée à un dilateur triphasé qui... Non mais n'importe quoi. Les appareils qui enregistrent les voix de fantômes, ce sont des micros. Ça, le même appareil qui enregistre ma voix. Donc dire que ces appareils c'est des preuves comme on les aime, en fait, oui, je veux bien qu'on puisse nier l'existence des PVE, des phénomènes de voix électronique que vous appelez EVP en anglais. On appelle ça des EVP, pour Electronic Voice Phenomenon. Grossièrement, c'est le fait de distinguer des voix, appartenant probablement à des fantômes, dans des enregistrements audio. Et c'est carrément plus vieux qu'on le croit, au moins les années 50 avec l'aide des magnétophones qui permettaient des enregistrements audio faciles. Mais celui qui va populariser ça, c'est Constantin Rodive, un psychologue letton qui va dans les années 60 multiplier les expériences, faisant plus de 72 000 enregistrements. Lui, sa technique, c'était de se mettre sur des fréquences radio qui ne diffusaient rien, ou de simplement laisser son micro enregistré dans une pièce vide. Puis derrière, il écoutait les enregistrements, et au milieu du bruit blanc, on pouvait entendre des gens parler. Ces PVE, oui, c'est souvent leur interprétation qui peut plus poser problème. Mais les appareils qui enregistrent les voix de fantômes, y a pas de problème avec, hein, c'est juste des enregistreurs son. Aujourd'hui, la plupart des outils utilisés par les chasseurs de fantômes font la même chose. Par exemple, une Spirit Box va scanner au hasard les fréquences AM et FN pour voir si un esprit vous répond. Mais... ok, je vois déjà le problème avec ce type de méthode. Il y a de grandes chances pour que ce qu'on entend, ce soit pas des fantômes. Plutôt des vraies personnes qui parlent. Alors la Ghost Box ou Spirit Box, ce n'est effectivement qu'une radio qui balaie les fréquences. Et ça n'ajoute pas grand chose à l'expérience de Rodive des années 60. Mais on a quand même une petite chose, c'est son côté anxiogène. Cet appareil fait un bruit du démon. Et en plus, quand on est sur place, on n'entend plus rien. Quand on est en urbex, où on peut toujours avoir peur qu'un humain nous surprenne, qu'il y a un animal qui rentre, ça crée une peur qui est décuplée. Récemment, on a même eu une version next-gen, la Spirit Voice. Là, plus de place à l'interprétation. Vous posez les questions et la boîte vous répond directement avec les mots qu'elle entend. Who's in the window? Kim. Mais là, c'est pas pareil. Y a pas de preuve qu'elle balance pas des mots au hasard dans le champ lexical du spiritisme. Ah si, une preuve il y en a une et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, il y a juste à prendre la fiche technique de l'appareil. Il contient une bibliothèque interne de 2300 mots exprimés par mesure électromagnétique dans l'environnement. Ces fonctionnalités utilisent un magnétomètre signalé à l'écran avec un pic lors du déclenchement. Pour faire clair, quand il détecte une variation des ondes électromagnétiques, il envoie un mot au hasard parmi ces 2500 mots. Alors oui, c'est juste une superstition et c'est pour ça que cet appareil est très controversé parmi les chasseurs de fantômes parce que son fonctionnement est pour le moins hasardeux. Beaucoup ne l'utilisent pas pour cette raison. Il n'a pas de micro, il ne peut pas entendre les voix, donc il ne peut pas répondre aux questions. Je ne sais pas où vous avez trouvé vos informations, mais en tout cas ce n'est pas du tout comme ça que marche cet appareil. Là vous vous êtes juste planté. Et au passage, les deux seuls chasseurs de fantômes que vous citez nommément n'utilisent pas de Spirit Voice. Le Grand Judée et Gus DX n'utilisent pas de Spirit Voice. Je pose juste ça là, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Et forcément, déjà à l'époque, le spiritisme avait son lot de détracteurs avec des spécialistes qui débunkaient les méthodes. Par exemple, la table de Ouija, les tables tournantes, les pendules ou encore les baguettes de sourcier. On sait depuis longtemps que peu importe la méthode, les résultats sont toujours obtenus à cause de ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. Le fait que les participants à l'expérience s'attendent tellement à ce qu'il se passe quelque chose qu'ils font des tout petits mouvements inconscients. Comme vous ne le percevez pas vous-même, vous êtes auto-convaincu que c'est une force supérieure qui est à l'œuvre. Dans le cas du pendule ou des baguettes, c'est accentué par le fait que ce sont des outils particulièrement sensibles. Il y a de fortes chances pour que le Ouija, les baguettes de sourcier, le pendule soient liés à cet effet idéomoteur. Je ne juge pas du tout ceux qui s'en servent. Chacun ses croyances, chacun son champ de recherche. À vrai dire, je ne demande qu'à être convaincu. Mais oui, j'ai toujours la sensation qu'on peut imputer ça à un facteur humain, que ce soit conscient ou inconscient. C'est le principe de l'effet idéomoteur. Plus le temps passe, plus on attend toujours que les gens réussissent à prouver leur pouvoir. Un des meilleurs exemples, c'est le défi zététique international, présidé par le professeur Henry Brock en 1987. C'était annoncé comme ceci. Vous prétendez avoir des pouvoirs,
Prouvez-le. La récompense à celui qui y parvient, 200 000 €. Ça a duré 15 ans. 15 ans pendant lesquels les gens se sont succédés, tentant de mettre leur pouvoir à l'épreuve de la science, et personne n'a jamais réussi à remporter le cash prize. C'est à partir de là que vos arguments commencent à devenir fallacieux. Ce que vous faites là, c'est ce que Schopenhauer, le philosophe, appelle dans son livre « L'art d'avoir toujours raison », l'extension. C'est le tout premier stratagème, il est très simple, c'est le fait d'élargir la thèse de l'adversaire pour qu'elle soit bien plus attaquable et bien plus fragile. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous élargissez le champ du chasseur de fantômes à plus qu'il n'est. Vous commencez par les médiums en disant... Dans le temps, les médiums faisaient des spectacles sur scène, puis ils sont passés à la télé, avant de finir sur YouTube. Et vous allez encore plus loin, vous les assimilez aux télépathes. Le défi zététique a en effet prouvé que personne n'avait pu montrer qu'il avait de pouvoir de télépathie, mais j'ai du mal à voir le chasseur de fantômes par rapport aux télépathes. Vous ne dites pas que les chasseurs de fantômes mentent parce que le défi zététique a échoué. Ça n'a presque aucun rapport en fait. Et je vous avouerai que c'est pas joli comme stratagème. Le nom même de stratagème est assez péjoratif. Et en fait, ce que permet Schopenhauer, c'est pas de donner plein d'outils pour avoir raison, il permet surtout de repérer ce type d'arguments, qui ne sont pas des arguments sur le fond, mais sur la forme. Le 11 juillet 2016, une vidéo va secouer YouTube. C'est le premier épisode de la saison 2 de Chasseurs de fantômes, la plus grosse chaîne YouTube française du genre à l'époque. Et il s'y passe un truc de fou. GusDX, c'est lui, affirme que la vidéo n'est pas truquée. Il était très loin d'imaginer dans quoi il venait de s'embarquer. Très vite, les gens posent des questions, notamment un certain Samuel Buisseret. Il demande les rushs de la vidéo originale, sauf qu'il ne trouve rien. Phew, Gus n'avait pas menti. Malheureusement, on apprendra plus tard que la vidéo était bel et bien truquée. Gus lui avait tout avoué et il avait décidé de mentir pour protéger le vidéaste, alors à l'aube d'une descente aux enfers. Quel intérêt de truquer sa vidéo alors qu'il voulait avoir une démarche pro? La pression du résultat. Ces explications ne l'ont pas empêché de subir les foudres d'internet, le harcèlement, les menaces et le boycott de sa chaîne. Il mettra des années à s'en relever. Ça n'a pas empêché d'autres dramas comme celui avec le Grand JD et Silent Hill. Pour vous résumer, ils ont visité un manoir et c'était rempli de phénomènes complètement abusés. Genre c'était évident qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la mise en scène. Puis ils se sont retournés et rebelote. Le plus surprenant, c'est de voir le Grand JD complètement déboussolé, lui pourtant connu et réputé pour son ton sérieux, qui conclut la vidéo comme ça. La théorie du rationnel, elle est... non, là, c'est on lui a ça un pied au cul, quoi. Là, c'est fini. Ce drama avec le Grand JD. Vous l'expliquez très bien, j'ai pas besoin de revenir dessus. Il y a juste une chose qui me chiffonne un peu, c'est quand vous dites... Le plus surprenant, c'est de voir le Grand JD complètement déboussolé, lui pourtant connu et réputé pour son ton sérieux, qui conclut la vidéo comme ça. La théorie du rationnel, elle est... non, là, c'est on fini. lui a ça un Là, pied c'est au fini. cul, quoi. Là, c'est fini. Je pense que vous n'avez pas fait énormément de tournages de ce type. Sinon, vous sauriez que quand on finit ce genre de tournage à 3h du matin, après avoir déambulé pendant 4 ou 5 heures dans des lieux assez flippants avec un matos qui est lourd, quand on arrive à la fin, on est un peu crevé. On n'a plus tous ces esprits et c'est exactement ce qui se passe avec le Grand JD dans ce moment-là. Ils sont à la fin de la vidéo, Silent Hill fait ses conclusions toujours sur le site. Ce sont des conclusions à chaud. D'ailleurs, quand il a pu prendre le recul, le Grand JD n'a pas posté cette vidéo sur sa chaîne. On ne la trouve que sur la chaîne de Silent Hill. Mais ce petit détail, vous l'oubliez. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça aurait permis de nuancer votre propos, justement. Je vais laisser GusDX de côté et j'y reviendrai bien plus tard vers la fin de la vidéo, puisqu'il nous permettra de parler d'autre chose qui est pour moi très important. Mais surtout, la chasse aux fantômes, c'est un vrai business, même au-delà des vidéos. D'abord l'équipement, vendu à des prix exorbitants et principalement à destination des jeunes qui se lancent ou même juste des fans du concept. Une Spirit Box à 275 $, on le rappelle, c'est juste une radio modifiée, 15 $ sur Amazon. C'est toujours le même principe, une techno qui vaut rien du tout, vendue à prix d'or, juste pour vous lâcher des petites phrases. Et il y a aussi les lieux hantés. Ce sont devenus de véritables usines à fric. Aux US, la maison Winchester est réputée l'une des plus hantées du pays. La maison de Conjuring aussi s'est vendue à 1,5 million $. Le truc est une cabane en bois. En France, on a le château de Fourgeret, 5000 visiteurs par an. Alors oui, ces lieux ont une histoire à raconter et on va pas empêcher les gens de se faire peur. Ce qui pose problème, c'est quand les gens abusent de la crédulité des visiteurs. On estime aujourd'hui que le business total autour des attractions paranormales de ce genre aux États-Unis s'élève à 3
300 millions de dollars par an. Ce que l'on retient des fantômes aujourd'hui, c'est que ça rapporte gros. À ce moment-là, votre argumentation devient trompeuse. Encore une fois, c'est le stratagème de l'extension qui est utilisé. Vous parlez des exploitants de lieux dits hantés. Vous dites que c'est une véritable industrie et qu'ils se font un pognon de dingue avec. Oui, c'est effectivement le cas. Encore une fois, ce ne sont pas les chasseurs de fantômes qui sont les bénéficiaires, ils en sont plutôt les victimes. Ce sont eux qui payent. Si les chasseurs de fantômes mentent, c'est juste pour pas dire qu'ils sont arnaqués par tout le monde, c'est tout. Ils ont pas envie de passer pour des pigeons. Vous finissez cette partie par... Ce que l'on retient des fantômes aujourd'hui, c'est que ça rapporte gros. C'est sous-entendu, la chasse aux fantômes rapporte gros aux chasseurs de fantômes, ce qui est trompeur, excusez-moi de le dire. Ce que je trouve drôle, c'est que juste après avoir dit ça... Ce que l'on retient des fantômes aujourd'hui, c'est que ça rapporte gros. Cliquez sur le lien en description pour télécharger Zenless Zone Zero et participer à des combats dantesques. Vous nous balancez la pub pour votre sponsor, dont vous nous avez déjà parlé au début, sur une vidéo de 15 minutes, on a quand même 2 minutes dédiées à ça, et c'est un petit détail de montage. Le fait que ça vienne juste après votre conclusion qui est sans appel sur les chasseurs de fantômes, ils font du bif et puis c'est tout, ce qu'ils veulent c'est de la moula. Je sais pas si c'est fait exprès, si vous y avez pensé à ce petit détail de montage, mais ça raconte quand même quelque chose. Et j'avouerai que ça m'a un petit peu plu. Ouais, ça m'a un petit peu fait marrer. Votre vidéo se termine là, en disant oui, les chasseurs de fantômes, j'aime bien regarder ça quand même. Heureusement, puisque avec tout ce que vous avez bâché jusque-là, il fallait un petit peu un mot positif. Vous arrosez tous les chasseurs de fantômes sans exception, et on est tous des menteurs. Ah, il est pas gentil, il a dit que j'étais un menteur. Dans l'ensemble, ce que je vous reproche un peu, c'est votre manque de nuances et la facilité des arguments que vous employez. Rien qu'en fouillant un peu, j'arrive à distinguer 4 types de chasseurs de fantômes. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Chacun a ses croyances, chacun a son champ de recherche. On n'est pas dans de la science ici et on est plusieurs à le rappeler. Il faut développer son esprit critique par rapport à ça. Les images que vous voyez, ce ne sont pas des preuves. Ça peut être des indicateurs, ça peut montrer des choses, mais ça n'est en aucun cas une preuve. Je vais essayer de vous montrer, de vous parler de ces 4 catégories. C'est pas un classement, c'est pas un top, c'est vraiment juste 4 types différents, 4 manières de fonctionner différentes. Les premiers, pour moi, ce sont les Ghostbusters. C'est ceux qui viennent avec l'intention uniquement d'explorer et de voir ce qui se passe dans la nuit. Effectivement, ça utilise de la technologie. Ils font souvent des vidéos où il se passe pas grand-chose. Les bruits sont assez rapidement débunkés. On n'interprète pas du paranormal immédiatement. La première option qui vient souvent, c'est une explication rationnelle. Les Ghostbusters ne font presque jamais d'expériences qui impliquent l'effet idéomoteur. On voit très peu de planches de Ouija ou de baguettes de sorcier avec ce type de chasseurs de fantômes. Les deuxièmes sont les Ghost Talkers, ceux qui parlent aux fantômes. Alors ils font exactement la même chose que les Ghostbusters, sauf que au moment d'interpréter un bruit ou un déclenchement de K2, on va toujours en première option dans le paranormal. Ce sont aussi des chasseurs de fantômes qui utilisent bien plus les planches de Ouija, les pendules ou les baguettes de sorcier. Ces chasseurs de fantômes-là obtiennent bien plus de réponses, de résultats que le premier type. Le troisième type, ce sont les clairvoyants. Certains chasseurs de fantômes prétendent avoir une sensibilité qui leur permet d'attirer les entités. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, ce n'est pas mon champ de recherche, je n'ai jamais eu d'expérience de ce type. Ce que je vois, c'est que ce sont des gens qui ne fake pas, qui croient vraiment à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils vivent. Je ne sens pas une once de mensonge. On est vraiment chez des gens qui croient et qui ont des manifestations qui sont réelles pour eux. Mais le problème avec ce type de vidéo, c'est qu'on n'a que les ressentis de ces personnes. Quand on fait une vidéo de chasse aux fantômes, ce qu'on chasse, c'est des images et des sons. Et c'est comme quand quelqu'un nous raconte une histoire. Plus son histoire est folle, plus on va avoir envie d'avoir des preuves de ce qu'il nous raconte. Et si tout ce qu'il a, c'est son ressenti, c'est difficile de s'y raccrocher. On arrive à la dernière catégorie, ceux que j'appelle les Warren. Je sais pas si vous connaissez ce couple de chasseurs de fantômes, je pense que vous le connaissez, il est mondialement connu. Leur problème, c'est que il manquait un petit peu de conscience professionnelle. Je vous disais qu'il n'y avait pas de jugement de valeur, mais je vous avouerai que pour cela, j'ai un petit peu de mal quand même. Parce que là, on parle de gens qui hésitent pas à mentir, à manipuler. C'est vraiment des mises en place de pression
prestidigitateur. Et je vous avouerai que ça donne des vidéos super fun à regarder. C'est bien plus fun que mes vidéos où il se passe rien. Mais quand on commence à nous dire cette vidéo est réalisée sans trucage et que dès qu'on rentre sur le lieu, le K2 s'affole, que tous les pods font bip 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 de partout, quand vous faites ça, ne mettez pas vidéo réalisée sans trucage. Ça aide à l'immersion et j'ai pas l'impression d'être pris pour un con. Alors ces fakers, on les reconnaît à plusieurs choses. Déjà, dans 80% de leurs vidéos, il se passe des trucs. 5 minutes après qu'ils rentrent dans le lieu, le K2 s'active. D'avoir pratiqué le K2, ça marche pas comme ça. Si ça se passe que vous avez une conversation avec une entité au bout de 5 minutes, c'est juste que vous n'avez pas éteint votre téléphone. On a souvent des possessions qui sont jouées. Ça vient vraiment des émissions américaines. Dans l'émission Ghost Hunters, ces présentateurs jouent la possession. Par contre, c'est à l'américaine, ils ont un peu plus l'habitude de jouer. Quand les Français jouent la possession, franchement, il y a un côté un peu cringe. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de gens pensent que tous les chasseurs de fantômes appartiennent à cette 4e catégorie et sont des Warren. Je peux pas vous en vouloir, c'est les chasseurs de fantômes les plus connus et les plus fakers aussi. Ils vendaient beaucoup de livres, ils passaient sur tous les plateaux télé, ils participaient aux films qui étaient produits, notamment les films sur Amityville. Avec on était dans les gros sous et pas des sous qui rigolent. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Occulture qui a une série de vidéos sur le sujet très bien faites, très documentées, qui valent vraiment le coup d'œil. Alors oui, la triste vérité, c'est que le paranormal n'existe pas, qu'il n'y a que de la pareidolie, que de l'effet idéomoteur et que le reste n'est qu'interprétation. Une étude intéressante a d'ailleurs été faite au siècle dernier pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière ces rituels et derrière tous ces témoignages, des groupes de recherche et d'expérimentation composés de scientifiques et d'amateurs de parapsychologie vont se former et vont étudier ces phénomènes paranormaux qui, selon eux, mettraient en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. C'est le cas de la Société de recherche psychique de Toronto, au Canada, qui, en 1972, va émettre l'hypothèse selon laquelle les fantômes et les phénomènes qui accompagnent leur présence seraient produits par l'esprit humain. Pour tenter de vérifier leur théorie, 8 membres de cette société de recherche vont mener pendant plusieurs années une expérience étonnante, en s'employant à provoquer l'apparition du fantôme d'une personne qu'ils vont inventer de toutes pièces. La réussite de leur expérience montrerait l'importance des processus mentaux quand il s'agit de paranormal. Lors de leur première réunion de travail, le groupe va donc d'abord créer un personnage totalement fictif qu'ils vont appeler Philippe, un aristocrate anglais ayant vécu au XVIIe siècle qui aurait mis fin à ses jours à la suite d'un drame amoureux. Les expérimentateurs vont même donner une apparence à leur création, en dessinant le portrait de ce personnage imaginaire. Lors des rendez-vous suivants, les 8 participants vont se conditionner psychologiquement, abandonnant leur scepticisme et les freins rationnels qui auraient pu empêcher l'expérience de réussir. Ils vont, par la suite, solliciter avec insistance l'esprit du faux défunt qu'ils ont inventé, espérant être témoins de la manifestation concrète de leur fantôme. C'est seulement au cours de la 2e année d'expérimentation que les membres du groupe vont commencer à ressentir des vibrations de plus en plus conséquentes, puis entendre des grattements et des coups provenant de la table autour de laquelle ils avaient pris l'habitude de se réunir pour interpeller Philippe. Face à ces premiers résultats, les membres du groupe vont entreprendre de converser avec lui au moyen de ces coups qu'ils entendent et ressentent désormais. En concentrant la suite de leur expérience sur une table sur laquelle ils vont imposer les mains, cette dernière va se mettre à bouger de plus en plus, se soulevant ou se déplaçant sous les doigts des participants en fonction des questions posées. Ce procédé va leur permettre d'établir un véritable dialogue avec Philippe, et le groupe va ainsi vivre de nombreuses séances de questions-réponses identiques aux sessions de table tournante. Sauf que dans le cas présent, il est certain que l'entité qui leur répond n'a jamais véritablement existé. Au-delà de ces échanges et au-delà de ces mouvements de table, d'autres phénomènes physiques beaucoup plus troublants auraient aussi été observés lors de certaines séances et ont été rapportés par les participants, comme des mouvements puissants et étonnants de la table ou des distorsions incompréhensibles de son plateau, des clignotements inexpliqués d'ampoules, des sensations de courant d'air et surtout des coups ressentis et entendus régulièrement dans le sol et dans les murs de la pièce où ils avaient pris l'habitude de se réunir. Après 3 années d'expérimentation, le groupe va conclure que les réponses qu'il obtient sont le fruit de leur imaginaire collectif, qu'ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, responsables des phénomènes physiques auxquels ils assistent désormais, et qu'un conditionnement de la pensée peut produire une force, une énergie ou des mécanismes de même type que ceux qui sont observés lors des séances de spiritisme ou dans certains cas de hantise.
Ils vont aussi conclure que l'état psychologique et émotionnel, le conditionnement personnel et l'implication mentale sont des éléments déterminants quand il s'agit de spiritisme et de fantômes, et qu'une grande ouverture d'esprit et un lâcher-prise irrationnel seraient les clés qui favoriseraient la communication avec un fantôme, et la production d'une possible activité paranormale. Vous l'avez peut-être reconnu, cette voix c'est celle de Gus DX. Cette vidéo est extraite de son émission Chasseur de fantômes. Pour quelqu'un qui est le roi des fakers, cet homme a une vision assez particulière du paranormal. Il nous montre que l'effet idéomoteur peut aller plus loin. Ces gens ont eu des résultats avec une personne qu'ils avaient créée. Gus DX est un de ceux qui a posé les bases de la chasse aux fantômes à la française sur YouTube. J'ai regardé presque toutes les vidéos de sa chaîne et je vous avoue que le premier souvenir qui me vient en tête quand je pense à Gus DX, c'est cette séquence. Ah, salut, allô? Ouais, c'est pas grave. Écoute, j'étais en train de faire une séance de TCI et il y a eu comme des bruits à l'étage. Et je suis monté et je crois que j'ai entendu chantonner, mais je sais pas si c'est à l'extérieur ou dans le château. Et je suis pas bien du tout, ça m'a mis vraiment pas bien. Donc là, je sais pas quoi faire. Il y a aucun endroit où tu peux te dire, tiens, je vais me mettre là et ça va... Je vais me remettre de mes émotions et voilà, je sais pas quoi faire. Donc puis je vais t'appeler, ça va peut-être me faire du bien de t'entendre, me faire redescendre, parce que là... Le gars est en panique, il a qu'une envie, c'est de se barrer. Il sait qu'il faut pas se barrer parce que s'il commence à se passer un truc pour une fois et que on flippe et on se casse, au contraire, c'est là qu'il faut allumer le plus de caméras. Même si, il faut combattre sa peur. Et c'est là que vous passez un petit peu à côté de quelque chose en parlant de ces chasseurs de fantômes, c'est qu'on vit leur peur. C'est ça qui nous fait vibrer. Les résultats, c'est presque accessoire. C'est comme quand on fait une partie de jeux de société en famille ou avec des amis. Au final, on s'en fout de savoir qui a gagné la partie. Dans 5 minutes, on aura oublié. Non, ce qui nous intéresse, c'est le trajet. C'est ce qu'on vit pendant cette soirée. Les résultats, en vrai, on s'en fout, non? Mais ça, même Gus l'a oublié. Quand il a fait ce fake, il a pensé que les résultats étaient plus importants que le reste. Et là-dessus, c'est vrai qu'il a fait une erreur. Et pour preuve, le grand JD n'a jamais vraiment eu de résultats. Et pourtant, c'est une des plus fines lames du game chasseur de fantômes français. Enfin, francophone, puisqu'il est suisse. Alors... est-ce que les chasseurs de fantômes nous mentent? Certains, oui, mais la plupart essaient juste de rendre leurs vidéos divertissantes. Il n'y a pas de science à proprement parler du paranormal. Chacun a ses croyances. Et il y a autant de visions du paranormal qu'il y a de chasseurs de fantômes. Il y a tellement de nuances possibles dans ce champ d'interprétation qu'est le spirituel qu'il ne peut pas y avoir une seule réponse. Ce serait stupide de penser ça. On n'a que des croyances et elles sont multiples. Alors oui, il y a des interprétations rapides, faites à 3h du mat, à chaud, dans des lieux qui craignent la mort. Oui, il y a des menteurs. Oui, il y a des conteurs, des gens qui créent des histoires. Est-ce que l'une vaut mieux que l'autre? Je pense vraiment pas. Au contraire, je pense même que toutes ces visions sont complémentaires et qu'elles nous montrent juste différentes facettes d'une même chose. Ceux qui disent qu'il n'y a aucune vie après la mort sont aussi des croyants, parce qu'ils ne savent pas en fait ce qu'il y a derrière. Personne ne sait, sinon on le saurait. Même le fait de dire il n'y a rien derrière, c'est une croyance. C'est important de le garder en tête, ça. Avant de conclure, j'aimerais parler d'une dernière chose. On a parlé des lieux. Ces lieux sont des lieux abandonnés pour la plupart du temps. Oui, effectivement, il y a des lieux très connus sur lesquels les chasseurs de fantômes vont. Mais 90% de leurs enquêtes se passent soit dans des lieux d'urbex, soit dans des lieux abandonnés ou plus habités qui sont à la vente. Mais en tout cas, des lieux où plus personne ne vit, des lieux vides. Et je trouve qu'il y a quelque chose de presque poétique dans la façon dont les chasseurs de fantômes redonnent une vie à ces lieux, les refont exister comme ils peuvent leur redonner de l'intérêt. Ces lieux qui étaient complètement vides, que tout le monde laissait de côté, se retrouvent d'un coup sur le devant de la scène. On a des stars, des lieux qui sont visités comme si c'était des musées, où chacun a envie de voir, a envie de vivre ça. Et ça, je trouve quand même que c'est assez précieux. Et malgré toutes ces différences qui existent entre les chasseurs de fantômes, on a quand même un socle commun, une chose qui nous réunit, et c'est la manière dont on commence. Bonsoir, je m'appelle Léo. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir ?